Ça fait maintenant 6 mois que je me demande si je dois partager cette histoire, mais ma femme, Elena, insiste sur le fait que je dois la sortir. Elle prétend que ça me ronge de l'intérieur. Et putain, elle a peut-être raison. Ce qui s'est passé en mars dernier dans les montagnes des Cascades, dans le nord de l'Idaho, est quelque chose qui continue de hanter mes nuits. Si je dois en parler à quelqu'un, je me dis que tant qu'à faire, autant le raconter à tout le monde. Peut-être que quelqu'un, quelque part, me prendra au sérieux, ou mieux encore, peut-être que quelqu'un d'autre a vécu une expérience similaire et pourra m'aider à comprendre tout ça. Avant de continuer l'histoire, je voudrais demander votre soutien en vous abonnant à la chaîne. Votre abonnement est très important pour moi et m'aide énormément. Je suis encore une petite chaîne, toute nouvelle ici, alors croyez-moi, votre abonnement va vraiment me ajouter et me motiver à continuer à tracer des histoires comme celle-ci. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur j'aime, tout ça parce que je m'appelle Anton Volkov et depuis 17 ans, je coupe et je vends du bois de chauffage dans les montagnes du nord de l'Idaho. J'ai grandi dans une petite colonie près de Mourmansk, dans le grand nord de la Russie, et mon grand-père m'a appris tout ce qu'il y a à savoir sur le choix d'un bois de qualité, la compréhension de sa combustion et surtout le respect de la nature sauvage. Il me disait sans cesse « Tosha, la forêt ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des invités et parfois nous ne sommes même pas les bienvenus. » Je n'ai jamais vraiment saisi ce qu'il voulait dire par cette dernière partie jusqu'aux événements de cette journée-là. Aujourd'hui, je fais des travaux de menuiserie quand les conditions le permettent, généralement de la fin du printemps au début de l'automne. C'est un travail honnête qui couvre les frais, mais mon vrai revenu vient du bois de chauffage. Les hivers de l'Idaho sont impitoyables et les gens ont besoin de bois pour chauffer leur maison. Une bonne corde de pin ponderosa ou de sapin blanc bien séché peut rapporter 275 $, parfois plus quand elle a été correctement fendue et séchée. Je me suis constitué une clientèle fidèle au fil des ans. Des gens qui savent qu'Anton Volkov fournit du bois de première qualité bien sec, coupé aux bonnes dimensions et soigneusement rangé. Le travail est exigeant, c'est certain. Manipuler les tronçonneuses, fendre, transporter, empiler, tout est physique et ça vous use le corps. J'ai 49 ans maintenant et à la fin de la journée, je ressens chacune de ces années dans ma colonne vertébrale et mon cou. Pourtant, il y a quelque chose d'authentique dans ce travail, quelque chose qui vous lie à la terre et aux saisons d'une manière que la menuiserie n'a jamais fait. Quand on est en forêt, à choisir le bois mort et les arbres abattus, on interprète le terrain. On comprend comment l'hiver a tué cet arbre-ci ou comment ce coup de vent a fait tomber toute une parcelle de forêt. L'endroit où tout s'est passé est ce que les locaux appellent l'ancienne gare de Granite Ridge, bien que ce ne soit pas une désignation officielle. C'est à environ 2 heures, au nord-est de Coeur d'Alene, au cœur des montagnes des Cascades, bien au-delà des sentiers battus par la plupart des visiteurs. Il faut emprunter une route d'accès forestière, délabrée, qui part de l'autoroute 95 et en hiver, elle est à peine praticable, même avec un 4x4 et des chaînes. La route grimpe sur environ 9 miles, serpentant à travers une forêt dense, jusqu'à atteindre une ancienne voie ferrée abandonnée qui desservait autrefois les exploitations forestières dans les années 60 et 70. La zone servait de point de transbordement pour l'une des grandes compagnies forestières, probablement Weyerhaeuser ou une de ces boîtes-là. Ils avaient construit ça pour descendre le bois des hauteurs. Un modeste bâtiment de gare, des quais de chargement et même un atelier d'entretien pour les machines. Il y avait des embranchements ferroviaires qui rejoignaient la ligne principale traversant le canyon. D'après ce que j'ai compris, c'était une opération assez active à l'apogée de l'exploitation forestière. Mais au début des années 80, au moment où les réglementations environnementales ont commencé à changer et où les grandes exploitations fermaient, la compagnie ferroviaire a tout simplement abandonné le site, les rails ont été retirés pour être récupérés. Les bâtiments ont été laissés à l'abandon et la nature a commencé à reprendre ses droits.
Mon ami Dmitri Kozlov, qui a travaillé pour l'une des compagnies forestières pendant près de 20 ans, avant qu'elles ne cessent leurs activités, m'a dit qu'il y avait des rumeurs sur une sorte d'incident là-haut. Des ouvriers rapportant des bruits étranges dans les bois, du matériel déplacé pendant la nuit, ce genre de choses. Mais Dmitri est aussi le genre de type qui croit aux esprits de la forêt et aux démons des bois du vieux pays, alors je n'ai jamais accordé beaucoup de crédit à ces histoires. Quelle qu'en soit la raison, le site disparaît progressivement sous la neige et la forêt depuis des décennies. Quand j'ai commencé à y couper du bois il y a environ 8 ans, on pouvait encore distinguer les contours des anciens quais de la gare, les fondations en béton où se trouvaient les bâtiments, et même quelques équipements ferroviaires rouillés que personne n'avait pris la peine d'enlever. Les rampes de chargement étaient encore en grande partie intactes, bien qu'elles commençaient à s'affaisser et à pourrir. Aujourd'hui, c'est encore plus sauvage qu'à l'époque. Mère Nature a une façon de reprendre ses droits quand les humains cessent d'entretenir les choses. Et cet endroit en est le parfait exemple. L'ancienne route d'accès est à peine praticable, même avec mon pick-up 4x4 et mes chaînes. La gare s'est complètement effondrée et l'atelier d'entretien n'est plus qu'un tas de bois pourri sous 1,20 m de neige. Les sentiers sont tellement envahis par la végétation qu'on peut à peine les suivre. Et en hiver, ils sont complètement ensevelis. Les seules personnes qui s'aventurent encore là-bas sont des gens comme moi qui connaissent la qualité du bois. Quelques motoneigistes en hiver, et malheureusement, parfois des fabricants de méthamphétamine qui veulent installer leur laboratoire sans être dérangés. J'ai trouvé du matériel de cuisson et des bidons de produits chimiques plusieurs fois au fil des ans, ce qui me met toujours en rage. C'est une chose de bousiller sa propre vie avec ce poison, mais c'en est une autre de polluer un endroit magnifique comme celui-ci. Mais le bois est extraordinaire. Les hivers brutaux de l'Idaho tuent des arbres chaque année. Des pins ponderosa qui ne supportent pas le poids de la neige, des sapins blancs affaiblis par les scolites, et même parfois un mélèze occidental qui est arrivé au terme de sa vie. Le service des forêts autorise la collecte du bois mort et des arbres abattus sur les terres publiques. Et si vous savez où chercher, vous pouvez trouver assez de bois de qualité pour vous occuper toute la saison. Il y a aussi des arbres morts sur pied, tués par le feu ou la maladie. Et avec les permis appropriés, on peut aussi les abattre. Mon coin préféré se trouve à environ 1 kilomètre après l'ancienne gare, là où la voie ferrée suit une ligne de crête à travers une ancienne zone de brûlis datant d'un incendie de forêt d'il y a peut-être 16 ans. Le feu a tué des milliers d'arbres, mais n'a pas complètement dévasté la forêt. Donc on a ce mélange de bois mort sur pied et de nouvelles croissances qui poussent en dessous. Les arbres morts sont parfaitement séchés par des années de soleil et de vent, et ils se fendent magnifiquement. Certains de ces pins ponderosa sont si secs qu'ils se désintègrent presque quand on les touche avec un merlin. Sur le versant nord de la crête, il y a une dense forêt de sapins blancs anciens qui doivent avoir 250 ans, et parsemés ici et là, des géants tombés qui fournissent assez de bois de chauffage pour remplir 15 cordes. Les arbres là-haut peuvent atteindre des tailles massives, 1,20 m ou 1,50 m de diamètre, et quand ils tombent, ils créent des opportunités idéales pour un coupeur de bois. J'ai abattu des arbres là-haut qui étaient si énormes qu'il m'a fallu 3 jours rien que pour les débiter en rondins, que je pouvais fendre et transporter. Le jour où tout est arrivé était un dimanche de la mi-mars. Je m'en souviens précisément, parce qu'Elena était descendue à Portland pour rendre visite à sa cousine Irina, et j'avais tout le week-end pour moi. Le temps avait été idéal, froid mais dégagé, avec environ 1 mètre de neige au sol suite à la tempête de la semaine précédente. Des conditions parfaites pour couper du bois. La neige était assez profonde pour offrir une bonne traction à mon camion, mais pas au point de m'empêcher de manœuvrer. Et les températures glaciales signifiaient que le bois serait gelé, ce qui le rendrait plus facile à couper et à fendre. Je préparais cette expédition depuis environ 3 semaines, depuis que j'avais reçu un appel d'un de mes clients réguliers qui avait besoin d'une livraison de 4 cordes pour la mi-avril.
J'avais déjà environ 2 cordes de bois sec, prêtes à être transportées. Mais il me fallait en couper davantage pour compléter la commande. J'ai chargé mon camion la veille au soir avec tout mon équipement. J'ai accumulé une sacrée collection de matériel après 17 ans à faire ça. Tronçonneuse, coin, merlin, chaîne, carburant, huile et tout l'équipement de sécurité nécessaire quand on travaille seul en pleine nature. Pour ce voyage précis, j'ai apporté ma tronçonneuse Stihl MS 462 avec un guide de 20 pouces qui me sert fidèlement depuis environ 7 ans. C'est une machine puissante avec beaucoup de couples pour couper le gros bois avec lequel je travaille, et elle est fiable par temps froid. J'ai aussi pris ma plus petite Husqvarna pour les branchages et les finitions, ainsi que des chaînes supplémentaires, de l'huile de chêne et environ 6 gallons de mélange de temps. En hiver dans l'Idaho, on consomme le carburant plus vite parce que la tronçonneuse doit travailler plus dur dans le froid. Pour l'équipement de sécurité, j'ai pris mon matériel standard, casque avec visière, jambières en Kevlar, bottes à embout d'acier et gants de travail épais. J'ai aussi emporté mes provisions d'urgence, même si je ne prévoyais de rester qu'une seule longue journée. D'expérience, il vaut toujours mieux être trop préparé quand on part dans des zones reculées en hiver. J'ai pris un sursac de couchage, un petit réchaud de camping, assez de nourriture pour 3 jours, une trousse de premiers secours, une lampe frontale, des piles de rechange, des chaufferettes et ma balise de détresse. Mon camion a 4 roues motrices et de bons pneus d'hiver. Mais on ne sait jamais quand on peut se retrouver coincé ou avoir une panne mécanique, surtout sur ces vieilles routes forestières. Elena se moque de moi parfois. Elle dit que je fais mes bagages, comme si je prévoyais de survivre dans la nature pendant 1 mois au lieu de juste couper du bois pour une journée. Mais je préfère être celui qui est trop préparé que celui qui se retrouve en difficulté sans aucun moyen de s'en sortir. Il y a environ 4 ans, j'ai coincé mon pick-up dans une congère à environ 15 miles de la route déneigée la plus proche. Et j'ai dû passer la nuit sur place avant qu'un autre bûcheron n'arrive le lendemain matin et puisse me sortir avec son treuil. Depuis cet incident, j'emporte toujours du matériel d'urgence, même pour des excursions d'une journée. J'ai aussi pris mon fusil 7,62/39, un vieux SKS que j'ai ramené de Russie. Je le garde dans un étui derrière le siège arrière de mon camion. D'habitude, je ne le prends pas quand je vais juste couper du bois, mais quelque chose me tracassait depuis les dernières fois où j'étais allé à l'ancienne gare de Granite Ridge. J'avais entendu plus de bruits inhabituels que d'habitude. Des branches qui craquent dans la forêt quand il n'y avait pas de vent, d'étranges vocalisations qui ne correspondaient à aucun animal que je connaissais. Et plusieurs fois, j'avais trouvé de grandes empreintes dans la neige qui ne semblaient pas avoir été faites par un wapiti, un orignal ou tout autre animal connu. Dmitri Kozlov avait mentionné avoir observé certains de ces mêmes indices lorsqu'il était monté couper du bois l'hiver précédent. Il avait découvert ce qui semblait être un abri construit avec des branches cassées et des rameaux de pin, et il avait juré avoir vu quelque chose de grand se déplacer à travers les arbres à environ 150 yards de lui. Quand je lui ai demandé à quoi ça ressemblait, il a juste secoué la tête et dit « Je ne sais pas, Anton, mais ce n'était ni un ours ni un orignal. Quoi que ce fût, c'était massif, et ça marchait sur 2 jambes comme une personne. » À l'époque, j'avais mis ça sur le compte de l'imagination de Dimitri et de sa tendance aux vieilles superstitions de Russie. Mais comme j'avais commencé à remarquer moi-même des signes plus inhabituels, je m'étais mis à me demander s'il n'y avait pas un fond de vérité dans ces histoires. Le fusil, c'était juste une assurance. Je ne pensais pas en avoir besoin, mais s'il y avait une sorte de grand prédateur dans le coin, je voulais être préparé. Je me suis réveillé avant l'aube ce dimanche-là, probablement vers 5 heures, et j'étais sur la route à 5h45. Le trajet jusqu'à l'ancienne gare de Granite Ridge prend environ 2 heures depuis ma maison à Coeur d'Alene, et je voulais être au travail au lever du soleil. Il y a quelque chose de spécial à être dans les montagnes quand le soleil se lève.
La façon dont la lumière frappe la neige, la façon dont les bruits de la forêt se transforment quand les animaux nocturnes cèdent la place à ceux du jour, la façon dont le monde entier semble frais et pur, même quand il fait -20. Le trajet vers le nord-est sur l'autoroute 95 s'est déroulé sans incident, bien que j'ai aperçu un petit troupeau de wapitis broutant dans une des prairies à environ 40 minutes de la ville. La vieille route forestière était en meilleur état que ce à quoi je m'attendais. Quelqu'un était passé récemment avec une déneigeuse et avait dégagé la majeure partie de la neige. Probablement le service des forêts préparant l'accès pour les équipes de pompiers ou les ventes de bois. Je me suis garé sur ce qui reste de l'ancienne aire de chargement juste au moment où le ciel à l'est commençait à rougir. L'endroit semblait exactement comme d'habitude en hiver, enseveli sous la neige, abandonné et d'une manière ou d'une autre, à la fois paisible et légèrement inquiétant. Il y a quelque chose dans les lieux abandonnés qui me touche toujours, surtout les endroits qui étaient autrefois remplis d'ouvriers, d'activités et des bruits de l'industrie. Ça vous fait réfléchir à la fugacité de toute chose et la rapidité avec laquelle la forêt peut reprendre ce que nous pensions avoir modifié de façon permanente. Je suis resté assis dans mon camion pendant plusieurs minutes, buvant le café de mon thermos et élaborant ma stratégie pour la journée. Le temps était parfait, peut-être moins 10 degrés Celsius, pas de vent et un ciel dégagé. La neige semblait avoir une bonne épaisseur, ni trop poudreuse ni trop verglacée. Je pouvais voir plusieurs corbeaux tournoyer au-dessus de ma tête, ce qui indiquait qu'il pouvait y avoir une carcasse quelque part à proximité, probablement un wapiti qui n'avait pas survécu à la récente vague de froid. Je me suis équipé et j'ai commencé la randonnée après l'ancienne gare jusqu'à ma zone de coupe. L'ancienne voie ferrée est assez bien définie, mais je l'ai parcourue tellement de fois que je pourrais probablement la suivre les yeux bandés. Elle serpente à travers une forêt mixte de pins ponderosa, de sapins blancs et de mélèzes occidentaux, avec un sous-bois d'amélanchier et de symphorine complètement enseveli sous la neige en hiver. En mars, tout le paysage est monochrome. Neige blanche, troncs d'arbres sombres et le bleu profond du ciel d'hiver. La voie monte régulièrement sur le premier tiers de mile environ, puis s'aplanit et suit le contour de la ligne de crête. On entend le vent dans les arbres, bien avant de le sentir, et la neige crisse sous les bottes avec ce son distinctif qui ne se produit que lorsqu'il gèle bien en dessous de 0. On apprend à interpréter ces sons après un certain temps, et ils peuvent vous en dire long sur les conditions que vous risquez de rencontrer et sur la façon dont le bois se coupera. Quand j'ai enfin atteint ma zone de coupe, j'ai pris un moment pour rester là et simplement apprécier. La lumière du matin filtrait à travers la canopée de la forêt, créant de magnifiques colonnes de lumière dorée qui dansaient à la surface de la neige. Les arbres morts sur pied projetaient de longues ombres bleues sur le blanc immaculé, et je pouvais voir des traces fraîches là où une martre des pins était passée pendant la nuit. J'ai installé ma zone de travail méthodiquement, comme mon grand-père me l'avait appris. D'abord, j'ai identifié un endroit approprié pour entreposer mon équipement où j'avais un accès pratique aux arbres que j'avais l'intention de couper. Ensuite, j'ai rempli les 2 tronçonneuses de carburant et d'huile. J'ai inspecté l'affûtage des chaînes et je me suis assuré que tout mon équipement de sécurité était correctement attaché. Je fais toujours une vérification de sécurité avant de commencer à couper. Il est trop facile de se blesser quand on travaille seul en pleine nature, et une blessure de tronçonneuse à des kilomètres de toute aide peut être fatale. Le premier arbre que j'ai choisi était un pin ponderosa mort sur pied d'environ 20 pouces de diamètre. Il avait été tué par des scolytes plusieurs années auparavant et était parfaitement sec. J'ai fait ma coupe d'abattage, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de branches mortes suspendues dans la canopée au-dessus, j'ai planifié ma voie de repli, puis j'ai démarré la tronçonneuse la style à rugie et j'ai commencé la coupe. L'arbre est tombé précisément là où je le voulais,
atterrissant dans une gerbe de neige et d'écorce gelée. Je l'ai ébranché rapidement et efficacement, puis j'ai commencé à le débiter en rondins de 18 pouces, qui conviendraient à la plupart des poêles à bois. Le bois était si sec que la tronçonneuse le coupait comme du beurre, et l'odeur de pain fraîchement coupé remplissait l'air froid. C'est là que se manifeste la véritable satisfaction du travail. Transformer un arbre mort en combustible utile, savoir que ce bois gardera quelqu'un au chaud pendant le rude hiver de l'Idaho. J'ai travaillé sans relâche pendant environ 3 heures, abattant et débitant 4 autres arbres. Le soleil était monté plus haut dans le ciel, et même s'il faisait encore froid, j'avais suffisamment transpiré pour devoir enlever ma veste extérieure. J'avais accumulé une pile considérable de rondins, probablement assez pour les 2/3 d'une corde une fois que je les aurais fendus et empilés. Je m'apprêtais à commencer un autre arbre quand j'ai remarqué du mouvement de l'autre côté de la clairière. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être des wapitis qui passaient, ce qui est assez courant dans cette région, mais en regardant plus attentivement, j'ai réalisé que c'était autre chose. Il se trouvait à environ 250 yards de ma position, à la lisière de la zone de brûlis et de la vieille forêt. Ce qui m'a immédiatement paru étrange, c'est qu'il semblait être sorti de la forêt dense plutôt que de remonter la voie ferrée. Il n'y a pas de sentier d'accès à cette section de la crête et le terrain est assez accidenté. Des pentes raides, couvertes de bois mort, épais et de profondes congères. À cette distance, je ne pouvais pas distinguer beaucoup de détails, mais il semblait s'agir d'un grand groupe, peut-être 7 ou 8 individus. Ce que je pouvais voir clairement, c'est qu'ils étaient tous de taille considérable. Même ceux qui semblaient être les plus petits membres du groupe étaient de stature imposante. Ma première pensée a été qu'il pouvait s'agir d'une famille d'Amérindiens menant une sorte de cérémonie hivernale ou de rassemblement traditionnel. Il y a plusieurs réserves dans le nord de l'Idaho, et je savais que certaines tribus pratiquaient encore des rituels d'hiver dans des zones reculées. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi au début. La forêt est assez grande pour tout le monde, et j'étais assez loin pour que nous ne nous gênions pas mutuellement. Je suis retourné à mon travail, démarrant la tronçonneuse pour commencer à couper un autre arbre. Le bruit de la machine est assez fort pour couvrir la plupart des autres sons, donc je me concentrais sur une bonne coupe d'abattage quand j'ai plus senti qu'entendu quelque chose approcher. J'ai éteint la tronçonneuse et je me suis retourné. Le groupe s'était considérablement rapproché de ma position, peut-être à 90 yards maintenant, au lieu de 250. C'est là que je les ai vraiment bien vus pour la première fois. Et j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. C'étaient sans aucun doute les plus grandes personnes que j'ai jamais vues. Je ne suis pas petit moi-même. Je mesure environ 1,83 m et je pèse dans les 90 kilos. Mais même à cette distance, je pouvais dire que chaque membre de ce groupe était nettement plus grand que moi. Le plus grand, qui semblait être le chef du groupe, devait faire près de 9 pieds de haut et peser probablement 500 livres ou plus. Mais ce n'était pas seulement leur taille qui était troublante. Il y avait quelque chose dans leur façon de se déplacer qui ne semblait pas tout à fait humain. Ils avaient cette manière fluide, presque sans effort, de se mouvoir dans la neige profonde qui me rappelait plus de grands animaux que des gens, et leurs proportions semblaient fausses, en quelque sorte. Leurs bras paraissaient trop longs, leurs épaules trop larges, leur tête trop grosse. J'ai essayé de me convaincre que je voyais des choses, que la distance et la lumière vive du soleil sur la neige me jouaient des tours. Peut-être que c'était juste une famille de gens très grands, portant des vêtements d'hiver volumineux qui les faisaient paraître plus grands et proportionnés différemment qu'ils ne l'étaient en réalité. Mais alors qu'ils continuaient à se diriger vers moi, je suis devenu de plus en plus convaincu que quelque chose clochait dans ce tableau. Ils ne transportaient aucun matériel de coupe de bois que je pouvais voir. Pas de tronçonneuse, pas de hache, pas de traîneau ou d'équipement pour transporter le bois. Ils ne portaient pas non plus le genre de vêtements
que les gens portent habituellement pour travailler en hiver dans les montagnes. Au lieu d'équipements d'hiver modernes ou de vêtements traditionnels amérindiens, ils semblaient être couverts d'une matière sombre et hirsute qui ressemblait presque à de la fourrure de loin. Les sons qu'ils émettaient devenaient plus forts à mesure qu'ils approchaient, et je pouvais dire qu'il y avait au moins 3 ou 4 locuteurs différents. Les vocalisations ne ressemblaient ni à de l'anglais, ni à du russe, les 2 langues que je connais le mieux. Elles ne ressemblaient même pas au nez percé ou à d'autres langues autochtones que j'avais entendues occasionnellement dans l'Idaho. Ça avait une qualité tout à fait différente, avec beaucoup de sons graves et ce qui semblait être des grognements ou des soufflements mêlés. Je commençais à être vraiment nerveux, mais je ne voulais pas abandonner ma zone de travail sans une bonne raison. J'avais fait 2 heures de route pour arriver ici, j'avais déjà coupé une quantité importante de bois et j'avais un client qui attendait une livraison. De plus, j'étais probablement juste paranoïaque. Il s'agissait très probablement d'un groupe de personnes qui parlaient une langue que je ne connaissais pas, et ils passeraient leur chemin sans aucune interaction. J'ai décidé de continuer à travailler, mais en restant sur mes gardes. J'ai redémarré la tronçonneuse et j'ai commencé à faire des coupes sur l'arbre suivant en essayant d'agir naturellement tout en gardant un œil sur le groupe. Ils s'étaient arrêtés de bouger pendant plusieurs minutes et semblaient se rassembler autour de quelque chose dans la neige. Je pouvais entendre ce qui ressemblait à des jacassements excités et de temps en temps, l'un d'eux faisait un geste dans ma direction. C'est là que j'ai commencé à me demander s'ils avaient vu mon camion ou mon équipement et s'ils étaient curieux de ce que je faisais. Ce ne serait pas la première fois que d'autres personnes approchaient de ma zone de coupe par curiosité. Parfois, les gens veulent savoir où trouver du bon bois, ou ils s'intéressent au matériel que j'utilise, ou ils veulent juste discuter parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un d'autre si loin. Et en effet, après quelques minutes de plus, ils se sont remis en mouvement dans ma direction. J'ai décidé que la chose la plus polie à faire serait d'éteindre la tronçonneuse et de les saluer quand ils seraient assez proches. Peut-être que je pourrais leur donner quelques conseils amicaux sur où trouver du bon bois mort, ou au moins établir que j'étais là le premier et que j'avais revendiqué cette zone de coupe particulière. J'ai toujours pensé que les gens qui travaillent en forêt devraient s'entraider quand c'est possible. Cependant, à mesure qu'ils se rapprochaient, mon malaise ne cessait de grandir. Il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas avec ces gens. Leur façon de se déplacer était trop fluide, trop gracieuse pour leur taille et pour la profondeur de la neige. Ils semblaient à peine s'enfoncer dans les congères, malgré leur corpulence évidente, et plus ils se rapprochaient, plus j'étais convaincu que leurs proportions étaient fausses. Bras trop longs, jambes trop épaisses, tête trop grosse et de forme étrange. J'ai commencé à remarquer d'autres détails qui n'avaient pas de sens pour des humains normaux. Leur démarche était différente. Ils semblaient couvrir le terrain avec moins de pas qu'ils n'auraient dû en avoir besoin, comme si la longueur de leur foulée était bien plus grande que celle d'une personne. Quand ils s'arrêtaient pour examiner quelque chose ou communiquer entre eux, ils s'accroupissaient d'une manière qui semblait presque simiesque, en équilibre facile sur leurs talons, dans une position qui serait inconfortable pour la plupart des humains. Leur couverture, si on peut appeler ça des vêtements, était étrange aussi. Au lieu de l'équipement d'hiver synthétique que la plupart des gens portent pendant les hivers de l'Idaho, ils semblaient être couverts d'une sorte de matériau naturel qui ressemblait presque à une fourrure épaisse ou à des poils très rêches. C'était brun foncé ou noir, et ça semblait faire partie de leur corps plutôt que d'être porté par-dessus. Mais ce qui a vraiment capté mon attention, c'est leur comportement social. Ils avaient clairement une hiérarchie et un système de communication sophistiqué, mais étranger. Le plus grand était de toute évidence le chef. Quand il faisait des gestes ou des vocalisations, les autres réagissaient immédiatement. Il semblait y avoir une structure familiale aussi, avec ce qui paraissait être des adultes protégeant et guidant les plus jeunes. Le plus jeune membre du groupe
celui qui plus tard a touché ma tronçonneuse, restait près de ce que je supposais être ses parents. De temps en temps, l'un des adultes tendait la main et le touchait à l'épaule ou à la tête, comme pour le rassurer ou lui donner des instructions. Cela me rappelait comment j'avais vu des familles d'ours se comporter dans les documentaires animaliers, très protectrices, très sociales, avec des liens familiaux et des schémas de communication clairs. Quand ils se sont trouvés à une 60aine de yards, j'ai eu ma première vue vraiment claire de leur visage et mon sang s'est glacé. Ce n'étaient pas des gens du tout. C'était quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui ressemblait presque à un humain, mais qui était clairement, manifestement différent. Leurs visages étaient lourdement barbus et couverts de poils sombres et rêches. Leur front était proéminent et fuyant, et leurs mâchoires avançaient d'une manière qu'aucune mâchoire humaine ne devrait. Leurs yeux étaient petits et profondément enfoncés, et ils semblaient réfléchir la lumière d'une façon que les yeux humains ne font pas. Quand ils bougeaient la bouche pour communiquer, je pouvais voir des dents plus grandes que des dents humaines, mais c'est leur langage corporel qui m'a vraiment convaincu que je n'avais pas affaire à des gens. Ils se déplaçaient avec une confiance et une conscience qui suggéraient qu'ils étaient complètement à l'aise dans cet environnement. Ils traversaient les congères et enjambaient les troncs d'arbres, comme s'ils n'étaient même pas là. Ils semblaient communiquer non seulement avec des vocalisations, mais aussi avec des gestes et des postures qui paraissaient plus animales qu'humaines. Mon esprit s'emballait, essayant de traiter ce que je voyais. La partie rationnelle de mon cerveau insistait sur le fait que ce devait être une sorte d'erreur, que j'interprétais mal ce que je regardais. Peut-être que c'étaient des gens en costume élaboré, ou peut-être que la lumière vive du soleil et l'éblouissement de la neige créaient des illusions d'optique qui faisaient paraître des gens normaux, anormaux. Mais une autre partie de mon cerveau, celle qui a été façonnée en grandissant dans les forêts du nord de la Russie et en travaillant dans la nature sauvage de l'Idaho pendant 17 ans, me disait que j'étais en présence de quelque chose dont je n'avais entendu parler que dans les histoires et les légendes. C'étaient ces créatures que les Américains appellent Sasquatch ou Bigfoot. En Russie, nous avions des histoires similaires sur l'Almasty ou le Yeti. Ils étaient réels, ils étaient là, et ils se dirigeaient droit sur moi. J'ai essayé de rester calme et de réfléchir rationnellement à mes options. Je pouvais remballer mon matériel et partir, mais cela signifierait leur tourner le dos et marcher 1,5 km dans la neige pour retourner à mon camion. Je pouvais rester sur place et espérer qu'ils m'ignoreraient et continueraient leur chemin. Ou je pouvais essayer d'interagir avec eux d'une manière ou d'une autre, bien que je n'ai aucune idée de la manière dont on communique avec un Bigfoot. Et mon anglais n'était pas toujours assez bon pour communiquer avec des Américains normaux, alors avec ces créatures. Pendant que j'essayais de décider quoi faire, ils ont résolu le problème pour moi en s'arrêtant à une 40aine de yards de ma position. Ils semblaient avoir une sorte de discussion entre eux, pointant parfois vers moi puis vers mon équipement. Le plus grand, qui était clairement le chef du groupe, a fait une série de gestes que les autres ont semblé comprendre et auxquels ils ont répondu. J'ai décidé que la meilleure ligne de conduite était de continuer à travailler et de faire comme si rien d'inhabituel ne se passait. Peut-être que si je les ignorais, ils m'ignoreraient et nous pourrions coexister pacifiquement. J'ai tiré sur le lanceur de ma tronçonneuse et elle a rugi. Le bruit a semblé les surprendre. Ils ont tous reculé de plusieurs pas et ont émis des vocalisations agitées. Mais alors, le plus jeune membre du groupe, et par plus jeune, j'entends le plus petit qui mesurait tout de même probablement 7 pieds et demi et pesait 350 livres, a semblé particulièrement intéressé par la tronçonneuse. Il n'arrêtait pas de s'approcher, observant attentivement la chaîne tourner autour du guide. Les adultes émettaient des sons d'avertissement, mais le jeune semblait fasciné par l'objet mécanique. Je me suis positionné pour faire une coupe sur un tronc abattu en essayant de garder un œil sur les créatures tout en me concentrant sur mon travail. La tronçonneuse a mordu dans le bois gelé
projetant une gerbe de sciure et de cristaux de glace dans l'air. Le jeune Bigfoot s'est approché encore plus maintenant à seulement une vingtaine de pieds de moi. Je me concentrais pour finir la coupe quand j'ai entendu un changement dans le ton des vocalisations des créatures adultes. Elles étaient passées de curieuses à alarmées. J'ai relâché la gâchette et laissé la tronçonneuse tourner au ralenti, me retournant pour voir ce qui avait causé le changement. Le jeune Bigfoot s'était approché juste à côté de ma zone de travail et tendait vers ma tronçonneuse une main massive et poilue. « Non, non !» ai-je crié en anglais puis en russe. « Niet, opasno !» essayant de l'avertir. Mais soit il n'a pas compris, soit il ne se souciait pas de mes avertissements. Sa main s'est approchée de la chaîne qui tournait encore. J'ai rapidement éteint la tronçonneuse, mais c'était trop tard. La chaîne bougeait encore par inertie et la jeune créature l'a touchée du bout des doigts juste au moment où elle s'arrêtait. La chaîne était encore chaude à cause de la friction, probablement proche de 100 degrés Celsius, et la créature a poussé un hurlement de douleur qui a résonné dans toute la forêt. Il a retiré sa main d'un coup sec et a reculé en trébuchant, tenant ses doigts brûlés et émettant des sons de détresse. Les autres Bigfoot ont immédiatement commencé à se diriger vers nous, leur langage corporel passant de curieux à menaçant. Je pouvais voir le plus grand, le chef, découvrant ses dents et émettant des vocalisations profondes et grondantes qui ressemblaient à un croisement entre le grognement d'un ours et le cri de colère d'un humain. J'ai levé les mains, essayant de montrer que je ne voulais aucun mal. « Attendez, attendez! C'était accident! Je ne voulais pas faire mal !» Mon anglais se délitait sous l'effet du stress, les mots sortant en fragments brisés. Le jeune criait toujours de douleur et je pouvais voir la peau cloquer sur le bout de ses doigts, là où il avait touché la chaîne chaude. Sans penser au danger, je me suis dirigé vers le jeune Bigfoot. J'ai attrapé une poignée de neige propre et je me suis approché lentement, parlant d'un ton que j'espérais apaisant. « Tiens, tiens, la neige aide la brûlure. C'est bon pour la brûlure. Laisse-moi aider. » Je ne sais pas s'il a compris mes mots ou mes intentions, mais il a tendu sa main avec hésitation. J'ai doucement pressé la neige contre les doigts brûlés, utilisant plus de neige pour refroidir la peau endommagée. La jeune créature a grimacé, mais n'a pas retiré sa main. J'ai continué à appliquer de la neige fraîche et propre sur la brûlure, essayant de réduire la chaleur et d'éviter d'autres dommages. Les autres Bigfoot avaient formé un demi-cercle autour de nous, observant attentivement. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Le jeune semblait se calmer légèrement. La neige aidait, et il faisait maintenant des sons plus calmes, plus des gémissements que des pleurs. J'étais tellement concentré sur le traitement de la brûlure que je n'ai pas vu le chef s'approcher derrière moi. Je ne l'ai pas entendu approcher, couvert par le son de ma propre voix, essayant d'apaiser le jeune. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fut quand une des autres créatures émit une vocalisation forte et sèche. Un avertissement ou un signal. J'ai commencé à me retourner, mais j'étais trop lent. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir vu un bras massif couvert de fourrure se balancer vers ma tête, puis tout est devenu noir. L'impact, c'était comme être percuté par un véhicule. Quand j'ai repris connaissance, tout était différent. J'étais allongé sur le dos, regardant un ciel qui était passé du bleu clair au gris de fin d'après-midi. J'ai essayé de m'asseoir et j'ai immédiatement découvert que je ne pouvais pas bouger mes bras ni mes jambes. J'étais attaché à quelque chose qui bougeait, glissant sur la neige avec un bruit de frottement rythmé que je n'arrivais pas à identifier. Alors que ma vision s'éclaircissait et que ma tête cessait de tourner autant, j'ai réalisé que j'étais arrimé à une sorte de traîneau tiré à travers la neige. Le traîneau était étonnamment bien construit pour quelque chose qui avait probablement été fabriqué en pleine nature, sans outils. Il se composait de plusieurs longues branches droites qui avaient été attachées ensemble avec ce qui ressemblait à des lanières d'écorce ou de tendons torsadés. Les patins étaient lisses et courbés, conçus pour glisser efficacement sur la neige. Les liens qui me retenaient au traîneau étaient faits du même matériau, une corde naturelle incroyablement solide.
bien plus résistante que tout ce que j'aurais pu casser à main nue. J'étais attaché en croix sur le traîneau, les poignets et les chevilles liés au cadre. Ma tête était positionnée de manière à ce que je puisse regarder le ciel, ou tourner légèrement la tête de chaque côté pour voir la forêt enneigée défiler, mais je ne pouvais pas m'asseoir ni voir ce qui me tirait. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur la neige. D'après sa position, j'ai estimé qu'il était probablement tard dans l'après-midi, ce qui signifiait que j'avais été inconscient pendant plusieurs heures. Je n'avais aucune idée de la distance que j'avais parcourue, ni de l'endroit exact où je me trouvais dans les montagnes. Ma tête me lançait là où j'avais été frappé, et je pouvais sentir du sang sécher dans mes cheveux et ma barbe. J'avais aussi incroyablement froid. Ma veste était toujours sur moi, mais le mouvement constant à travers l'air glacial me vidait de ma chaleur corporelle. Le mouvement du traîneau avait un rythme régulier, et je pouvais parfois entendre des bruits devant moi, une respiration lourde, le crissement des pieds dans la neige, et ces mêmes vocalisations étranges que j'avais entendues plus tôt. Quelqu'un ou quelque chose tirait ce traîneau, et d'après tout ce qui s'était passé, j'étais à peu près certain que ce n'était pas une équipe de secours, mais plus que l'inconfort physique, je luttais avec l'impact psychologique de ce qui m'était arrivé. J'avais rencontré une famille de Bigfoot, blessés accidentellement l'un de leurs jeunes, et je me retrouvais d'une manière ou d'une autre leur prisonnier, traîné à travers la nature sauvage de l'Idaho sur un traîneau fait main. C'était tellement en dehors du domaine de l'expérience humaine normale qu'une partie de mon esprit insistait sur le fait que je devais être en train de rêver ou d'halluciner à cause du traumatisme crânien. J'ai essayé de me souvenir exactement de ce qui s'était passé après que j'ai été frappé. Les Bigfoot avaient-ils construit ce traîneau spécifiquement pour me transporter? M'avaient-ils déplacé de l'endroit où je coupais du bois jusqu'à l'endroit d'où ce traîneau avait été lancé? Combien de temps avais-je été inconscient? Plus j'y pensais, plus j'avais de questions. Pourquoi s'était-il donné la peine de construire un traîneau? S'il voulait se débarrasser de moi, pourquoi ne pas simplement me laisser inconscient dans la neige? S'ils voulaient me tuer, pourquoi ne pas finir le travail quand ils en avaient l'occasion? La seule explication qui avait un sens était qu'ils essayaient de m'éloigner de leur territoire sans pour autant me tuer. Peut-être qu'ils me voyaient comme une menace qui devait être neutralisée, mais pas nécessairement éliminée. En me mettant sur un traîneau et en me traînant loin de leur zone, ils s'assuraient que je serais loin de leur territoire au moment où je reprendrais conscience ou serais retrouvé. C'était en fait une solution assez sophistiquée à leurs problèmes, ce qui témoignait d'un niveau d'intelligence et de capacité de planification que je n'aurais pas attendu de créatures censées être plus animales qu'humaines. Au fil de l'après-midi, j'ai regardé le paysage défiler et j'ai essayé de me repérer. Nous traversions un terrain très boisé qui me semblait à peu près identique en hiver. Pin ponderosa, sapins blancs et parfois un bosquet de mélèzes, le tout couvert de neige. Je pouvais voir des trouées occasionnelles dans la forêt, ou d'anciennes routes forestières où des coupes à blanc avaient créé des ouvertures, et une fois j'ai aperçu ce qui aurait pu être une ligne électrique au loin. Le paysage racontait l'histoire de la région. Les anciennes coupes à blanc des années 60 et 70 étaient maintenant remplies d'une forêt de seconde génération, des arbres d'une quinzaine ou vingtaine de mètres de haut, bien plus petits que les géants anciens qui couvraient à l'origine ces montagnes. On pouvait voir le tracé des routes forestières creusées à flanc de collines, certaines encore utilisées occasionnellement, mais beaucoup n'étant plus que de vagues traces sous la neige. J'ai aussi commencé à remarquer des signes de faune que je ne m'attendais pas à voir. Plusieurs fois, j'ai aperçu des traces de cerfs dans la neige, et une fois, j'ai vu ce que j'étais presque sûr être une empreinte de loup traversant notre chemin. Bien qu'elle ait disparu dans les bois avant que je puisse bien la voir, il y avait des traces de martres des pins et de lièvres d'Amérique, et une fois, j'ai vu un faucon perché sur un chicot, nous regardant passer avec ce regard prédateur intense. Mais la plupart du temps, ce n'étaient que des arbres.
des kilomètres et des kilomètres de forêt enneigée, qui s'étendaient dans toutes les directions. Cette partie de l'Idaho est incroyablement vaste et sauvage, avec des milliers de kilomètres carrés de forêt nationale qui reçoivent très peu de visiteurs humains, surtout en hiver. Je pouvais être n'importe où dans les montagnes des Cascades, et sans repère, je n'avais aucun moyen de savoir exactement où j'étais. L'isolement était à la fois magnifique et terrifiant. D'un côté, il y avait quelque chose de magique à être entouré par une nature vierge, à voir la forêt telle qu'elle existait sans interférence humaine. L'air était pur et froid, rempli de l'odeur du pin et de la terre gelée. Les seuls sons étaient naturels. Le glissement des patins du traîneau sur la neige, le cri occasionnel des corbeaux, le murmure du vent à travers les arbres, mais d'un autre côté, l'immensité de tout cela me rendait cruellement conscient de ma petitesse et de mon impuissance. Si quelque chose tournait mal, si les créatures m'abandonnaient ici, si je parvenais à me libérer mais ne pouvais pas retrouver le chemin de la civilisation, je mourrais presque certainement d'hypothermie. La température baissait déjà à mesure que le soleil descendait, et une fois la nuit tombée, elle atteindrait facilement 0 ou moins, sans abri ni feu. Je ne passerais pas la nuit. On me tirait à ce qui me semblait être une assez bonne allure, probablement 6 ou 8 km par heure, si j'avais été inconscient pendant plusieurs heures et que le traîneau avait bougé. Tout ce temps, je pouvais être à 30 ou 50 km de l'endroit où j'avais commencé à couper du bois ce matin-là. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement de passer la nuit attaché à ce traîneau. La température commençait déjà à chuter de manière significative, et je portais des vêtements de travail conçus pour une activité physique, pas pour rester immobile par des températures négatives. Mes doigts et mes orteils commençaient à s'engourdir, et je me sentais frissonner de manière incontrôlable. J'ai aussi commencé à m'inquiéter d'autres dangers. Si ces créatures décidaient de me faire passer par un terrain accidenté, je pourrais facilement être blessé par des branches ou des rochers. Si nous traversions des pentes raides, le traîneau pourrait se détacher et glisser vers le danger. Et s'il décidait de traverser l'une des rivières ou des ruisseaux qui parcourent ces montagnes, je pourrais finir par passer à travers la glace et me noyer. Juste au moment où je commençais à paniquer à propos de ces possibilités, le mouvement du traîneau a changé. Nous semblions descendre maintenant, dévalant une pente plutôt que de traverser un terrain plat. Le rythme a ralenti car celui qui me tirait devait travailler plus dur pour contrôler l'élan du traîneau dans la descente. Dans l'obscurité grandissante, je pouvais voir que nous entrions dans un type de terrain différent, plus ouvert, avec moins d'arbres et ce qui ressemblait à des prairies gelées. La neige ici était plus profonde et plus balayée par le vent, formant des congères et d'étranges formes sculpturales. Nous avons traversé ce qui devait être un ruisseau gelé, et j'ai entendu la glace craquer de manière inquiétante sous le poids de mes ravisseurs et du traîneau. La température a continué de chuter alors que la nuit tombait complètement. Je tremblais si fort maintenant que tout mon corps était secoué et je ne sentais plus mes extrémités. Mes dents claquaient de manière incontrôlable et je savais que l'hypothermie commençait à s'installer. Si je ne me réchauffais pas bientôt, je sombrerais dans l'inconscience et mourrais simplement de froid, attaché à ce traîneau. J'ai essayé de rester éveillé, d'essayer de bouger les parties de mon corps que je pouvais pour générer de la chaleur. Mais je me sentais glisser. Les étoiles sont apparues au-dessus, brillantes dans l'air clair et froid. Et je me suis surpris à les fixer en pensant à Helena et en me demandant si je la reverrais un jour. J'ai dû perdre connaissance à un moment donné car la chose suivante que je sus, c'est que la lumière commençait à poindre et que j'étais incroyablement raide et froid. Chaque muscle de mon corps me faisait mal d'être resté dans la même position pendant tant d'heures et je ne sentais plus du tout mes mains ni mes pieds. Mon visage semblait gelé et quand j'ai essayé de bouger ma mâchoire, elle a à peine répondu. Le traîneau bougeait toujours,
Mais le mouvement avait changé. Nous étions sur un terrain plus plat maintenant, et le rythme s'était accéléré. J'ai tourné la tête autant que je le pouvais, et j'ai vu que le paysage avait radicalement changé pendant la nuit. Au lieu d'une forêt dense, nous traversions maintenant ce qui ressemblait à une large vallée avec des bosquets d'arbres épars et des prairies ouvertes. Au loin, je pouvais voir des montagnes s'élever, leurs sommets captant les premières lueurs de l'aube. Alors que le soleil montait, ma situation est devenue de plus en plus désespérée. Le froid avait cédé la place à une autre sorte de torture. Le soleil se reflétant sur la neige était d'une blancheur aveuglante. Et sans lunettes de soleil, ni aucun moyen de me protéger les yeux, j'étais obligé de plisser les yeux contre l'éblouissement. Ma peau semblait tendue et craquelée par la combinaison du froid, du vent et de l'exposition au soleil. J'avais tellement soif que je pouvais à peine avaler. J'avais l'impression d'avoir la bouche pleine de coton et mes lèvres étaient gercées et saignantes. À un moment donné, nous sommes passés assez près d'une congère pour que je puisse tourner la tête et mettre un peu de neige sur mes lèvres. Mais ce n'était pas suffisant pour faire une différence. La journée s'est écoulée dans un flou de douleur et d'inconfort. Parfois, je sombrais dans l'inconscience et parfois j'étais réveillé en sursaut par une bosse ou un changement soudain de direction. J'ai complètement perdu la notion du temps, ne mesurant le passage des heures que par le mouvement des ombres sur la neige. Nous avons traversé plusieurs autres ruisseaux gelés et grimpé au moins une crête importante. À un moment donné, nous sommes passés près de ce qui ressemblait à une vieille cabane du service forestier, mais nous ne nous sommes pas arrêtés, et je n'ai pas pu trouver la force de crier à l'aide, même si quelqu'un avait été là. Alors que le deuxième après-midi avançait, j'ai commencé à avoir des hallucinations. J'ai vu Elena marcher à côté du traîneau, me parlant en russe. J'ai vu mon grand-père, mort depuis 12 ans, debout dans la neige et secouant tristement la tête. J'ai vu des esprits des vieux contes de fées russes, le domovoï et la roussalka, dansant dans les arbres. J'étais si mal en point que j'ai à peine remarqué quand le traîneau a fini par s'arrêter. Nous étions arrivés à ce qui ressemblait à une petite clairière près d'un étang gelé, les Bigfoot. Je pouvais les voir clairement maintenant dans la lumière de fin d'après-midi, se sont rassemblés autour du traîneau et semblaient avoir une discussion. Le chef s'est approché de moi et m'a regardé de ses yeux intelligents et étrangers. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés. Cette créature massive, couverte de fourrure, et cet immigrant russe à moitié gelé. Puis il s'est penché et a commencé à couper les liens qui me retenaient au traîneau. J'étais libre, mais j'étais si faible et si froid que je ne pouvais même pas m'asseoir. Les Bigfoot sont restés là un instant de plus, me regardant. Puis ils ont simplement tourné les talons et sont partis, disparaissant dans la forêt aussi silencieusement qu'ils étaient apparus dans ma zone de coupe 2 jours plus tôt. Je suis resté sur le traîneau dans cette clairière pendant ce qui m'a semblé des heures, trop faible pour bouger, trop froid pour m'en soucier. Le soleil se couchait à nouveau et je savais que si je ne trouvais pas d'abri, bientôt, je mourrais là. Mais mon corps refusait tout simplement de répondre à ce que mon cerveau lui disait de faire. Je dérivais entre conscience et inconscience quand j'ai entendu un son que j'ai d'abord pris pour une autre hallucination, le vrombissement aigu d'un moteur de motoneige. Le son s'est rapproché et soudain il y a eu des voix, de vraies voix humaines, parlant anglais. « Putain de merde, y a quelqu'un ici? Appelle-les, on a besoin d'une assistance médicale tout de suite. »« Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, on va vous aider. » Des mains me soulevaient, m'enveloppaient dans des couvertures, pressaient quelque chose de chaud contre ma peau. J'ai essayé de parler, d'essayer de leur dire ce qui s'était passé, mais tout ce qui est sorti était un croassement. « N'essayez pas de parler, vous allez vous en sortir. On s'occupe de vous maintenant. » La patrouille de motoneigistes, qui faisait partie d'une équipe de recherche et de sauvetage qui me cherchait après qu'Elena ait signalé ma disparition, m'a chargé sur un traîneau de secours et m'a transporté jusqu'à une ambulance qui attendait.
J'ai passé les 4 jours suivants à l'hôpital, traité pour une hypothermie sévère, des gelures aux doigts et aux orteils, une déshydratation et une commotion cérébrale. L'équipe de recherche et de sauvetage m'a dit que j'avais une chance incroyable d'être en vie. D'après l'endroit où ils m'avaient trouvé, j'avais été traîné sur environ 60 km, à peu près 37 miles, depuis l'endroit où mon camion avait été localisé à l'ancienne gare de Granite Ridge. L'itinéraire qu'ils ont calculé que j'avais emprunté traversait certains des terrains les plus reculés et les plus accidentés des montagnes des Cascades. Quand ils m'ont demandé ce qui s'était passé, j'ai essayé d'expliquer la rencontre avec les Bigfoot. L'équipe de recherche et de sauvetage a été professionnelle. Ils ont hoché la tête et pris des notes, mais je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils ne me croyaient pas. Les policiers qui m'ont interrogé plus tard étaient encore plus ouvertement sceptiques. « Monsieur Volkov », a dit l'un d'eux, « nous comprenons que vous avez vécu une expérience traumatisante, mais vous êtes en train de nous dire que Bigfoot vous a attaché à un traîneau et vous a traîné sur 60 km à travers les montagnes. » « Oui, ai-je dit simplement, c'est ce qui s'est passé. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous avez subi un grave traumatisme crânien et une hypothermie. Il est très courant pour les personnes dans ces conditions de faire l'expérience d'hallucinations et de faux souvenirs. Mon anglais n'est pas toujours très bon, dis-je prudemment, mais je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas une hallucination, c'était réel. Ils ont échangé des regards qui me disaient qu'ils pensaient que je mentais ou que j'étais mentalement instable. Finalement, ils ont déterminé que je n'avais commis aucun crime et que je n'étais pas un danger pour moi-même ou pour les autres. Alors ils m'ont laissé rentrer chez moi. Elena m'attendait à l'hôpital et l'expression sur son visage quand elle m'a vu était un mélange de soulagement, de colère et de stupéfaction totale. Elle avait été terrifiée quand je n'étais pas rentré dimanche soir et elle avait appelé le bureau du shérif lundi matin pour signaler ma disparition. « Anton », dit-elle alors que nous rentrions à la maison. « Que t'est-il vraiment arrivé ?» Je lui ai raconté toute l'histoire. Exactement comme je l'ai raconté ici. À son crédit, elle a écouté sans m'interrompre ni manifester d'incrédulité. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. « Tu sais, » dit-elle finalement, « ma grand-tante racontait des histoires sur les gens de la forêt. Dans l'ancien pays, avant de venir en Amérique, elle vivait en Sibérie. Et elle disait que tout le monde dans son village savait qu'il y avait des créatures dans la taïga qui ressemblaient à des hommes, mais n'en étaient pas. Il les appelait les almastis, ou parfois juste les velus. C'était la première fois que j'entendais que la famille d'Elena avait des légendes similaires. Ça m'a fait me sentir un peu moins fou de savoir que d'autres personnes, des gens du vieux pays qui avaient vécu près de forêts sauvages pendant des générations, avaient leurs propres histoires sur des créatures comme celles que j'avais rencontrées. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de rechercher tout ce que je pouvais trouver sur les observations de Bigfoot dans le nord-ouest Pacifique. J'ai été stupéfait de découvrir combien de rapports il y avait, remontant à des décennies, voire des siècles. Beaucoup d'entre eux décrivaient des rencontres très similaires à la mienne, des contacts pacifiques mais intimidants avec de grandes créatures intelligentes, semblables à des humains, qui semblaient vouloir éviter le contact humain mais défendaient leur territoire si nécessaire. J'ai passé des heures en ligne à lire des bases de données d'observation, des rapports de témoins et des analyses scientifiques. La Bigfoot Field Researchers Organization comptait à elle seule des centaines de rapports provenant de l'Idaho, dont beaucoup de zones situées à moins de 75 miles de l'endroit où ma rencontre avait eu lieu. Certains rapports remontaient aux années 60 et 70, décrivant des incidents remarquablement cohérents avec ce que j'avais vécu. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'intelligence et la sophistication que de nombreux témoins attribuaient à ces créatures. Elles n'étaient pas décrites comme des bêtes sans cervelle ou de simples animaux. Au lieu de cela,
Les témoins rapportaient constamment des comportements qui suggéraient des structures sociales complexes, des capacités de résolution de problèmes, et même ce qui semblait être des compétences technologiques comme la capacité de construire des abris, des outils et, dans mon cas, des traîneaux. J'ai aussi découvert qu'il existait un corpus important de recherches universitaires sur le phénomène. Des anthropologues, des primatologues et d'autres scientifiques prenaient ces rapports au sérieux et essayaient de développer des explications scientifiques à ce que les gens vivaient. J'ai contacté quelques chercheurs spécialisés dans la collecte et l'analyse des rapports de rencontres avec des Bigfoot. Le docteur Jeffrey Meldrum, professeur à l'Université d'État de l'Idaho, m'a particulièrement aidé à comprendre le contexte scientifique de ce que j'avais vécu. Il a expliqué que des rencontres comme la mienne, bien que rares, suivaient certains schémas cohérents qui suggéraient que les témoins décrivaient de réelles interactions avec une espèce inconnue plutôt que des hallucinations ou des canulars. La cohérence des témoignages à travers différentes périodes, lieux géographiques et contextes culturels est ce qui rend ce phénomène si fascinant d'un point de vue scientifique, m'a-t-il dit lors d'une conversation téléphonique. Quand vous avez des centaines de témoins décrivant des créatures similaires, présentant des comportements similaires, il devient difficile de rejeter l'ensemble du phénomène comme de l'imagination ou de la fraude. Le docteur Meldrum m'a également aidé à comprendre certains des schémas comportementaux que j'avais observés lors de ma rencontre. La réaction protectrice des Bigfoot adultes quand ils m'ont vu avec le jeune, après qu'il se soit brûlé, était cohérente avec le comportement d'espèces sociales très intelligentes lorsqu'elles perçoivent une menace pour leur progéniture. La décision de me transporter loin de leur territoire plutôt que de simplement me tuer suggérait un niveau de raisonnement moral que la plupart des animaux ne possèdent pas. Ce que vous avez vécu, a-t-il dit, ressemble à une stratégie de résolution de conflits. Ils ont neutralisé ce qu'ils percevaient comme une menace, mais ils l'ont fait d'une manière qui minimisait les dommages pour toutes les parties impliquées. Ce genre de résolution de problèmes sophistiqués est généralement associé à des espèces qui ont des structures sociales complexes et des capacités cognitives avancées. J'ai aussi appris que la zone où je coupais du bois a une concentration particulièrement élevée d'observations signalées. L'ancienne gare de Granite Ridge et la forêt environnante, s'avère-t-il, ont été le site de nombreux rapports au fil des décennies. Bruits étranges, perturbations d'équipement et observations de grandes créatures non identifiées. Dmitri Kozlov m'a dit que l'ancienne compagnie forestière avait reçu de nombreux rapports au fil des ans de la part d'ouvriers concernant des rencontres inhabituelles dans cette zone. La politique officielle a toujours été de rejeter ces rapports comme étant des canulars ou des erreurs d'identification. Mais Dmitri a dit qu'en privé, beaucoup des anciens travailleurs croyaient qu'il y avait quelque chose de vraiment inhabituel dans cette partie de la forêt. Je suis retourné à l'ancienne gare de Granite Ridge quelques fois depuis la rencontre, toujours avec Elena et toujours en plein jour, avec d'autres personnes autour. La zone me semble différente maintenant, plus vigilante, plus vivante qu'auparavant. J'ai l'impression d'être observé chaque fois que j'y suis, bien que je n'ai jamais vu de signe de la famille Bigfoot que j'ai rencontrée. J'ai retrouvé l'endroit où je coupais du bois ce jour-là et j'ai pu récupérer une partie de mon équipement qui avait été laissé derrière ma tronçonneuse était toujours là, ainsi que ma plus petite scie et une partie de mon autre matériel. Fait intéressant, tout était disposé en une pile bien nette, comme si quelqu'un l'avait délibérément rassemblé. Mon camion, que l'équipe de recherche et de sauvetage avait retrouvé, était complètement intact. J'ai essayé de reprendre mes habitudes de coupe de bois, mais ça a été difficile. Chaque fois que je suis seul dans une zone reculée, je me surprends à regarder par-dessus mon épaule et à écouter des bruits qui pourraient indiquer que je ne suis pas seul. La rencontre a changé ma relation avec la nature sauvage d'une manière que j'essaie encore de comprendre. Certaines personnes m'ont suggéré de signaler mon expérience à des chercheurs qui étudient les observations de Bigfoot et je l'ai fait dans une certaine mesure,
mais je ne suis pas sûr de vouloir attirer l'attention du grand public. J'ai lu des articles sur d'autres personnes qui ont rendu public leur rencontre et beaucoup d'entre elles ont fait face au ridicule, au harcèlement et pire encore. J'ai une entreprise à protéger, une femme à qui penser et une réputation dans ma communauté que je ne veux pas voir détruite. Mais je sens aussi que j'ai l'obligation de partager ce qui m'est arrivé, ne serait-ce que pour faire savoir à d'autres qu'il y a des choses dans nos forêts que nous ne comprenons pas et que nous ne devrions probablement pas prendre pour acquises. Les créatures que j'ai rencontrées étaient intelligentes, organisées et capables de résoudre des problèmes complexes. Elles étaient aussi incroyablement fortes et potentiellement dangereuses si provoquées ou menacées. Plus important encore, elles semblaient avoir leur propre agenda et leur propre façon de gérer l'intrusion humaine sur leur territoire. Elles ne m'ont pas tué alors qu'elles auraient pu le faire, mais elles ont très clairement fait savoir que je n'étais pas le bienvenu dans leur région. Le fait qu'elles se soient donné la peine de construire un traîneau et de me transporter en toute sécurité loin de leur territoire suggère un niveau de retenue et même de compassion que je n'aurais pas attendu d'un animal purement sauvage. Je pense parfois à ce jeune Bigfoot, celui qui s'est brûlé les doigts sur ma tronçonneuse. J'espère qu'il a bien guéri et qu'il a appris à être plus prudent avec le matériel humain. J'espère aussi que ma tentative de l'aider a envoyé un message à la famille, que tous les humains ne sont pas des menaces, que certains d'entre nous sont capables de faire preuve de compassion, même lorsque nous sommes effrayés ou confus. Toute cette expérience m'a rendu plus humble quant à la place de l'humanité dans le monde naturel. On aime à penser que nous sommes l'espèce dominante sur cette planète, que nous comprenons et contrôlons notre environnement. Mais ma rencontre avec la famille Bigfoot m'a rappelé qu'il y a encore des mystères là-dehors, des endroits et des créatures sauvages qui fonctionnent selon leurs propres règles. Je ne sais pas si j'aurai un jour une autre rencontre, comme celle que j'ai eue ce jour-là dans les montagnes des Cascades. Une partie de moi l'espère, car il y a tant de questions qui restent sans réponse. Mais une autre partie de moi se contente de ne pas réveiller le chat qui dort, de respecter les limites que ces créatures ont établies, et de me souvenir que certaines expériences sont trop profondes et trop étranges pour être facilement expliquées ou comprises. Ce que je sais, c'est que je ne regarderai plus jamais la forêt profonde de la même manière. Chaque fois que je verrai un vieux sapin blanc ou que j'entendrai un son inexpliqué dans les bois, je me souviendrai qu'il y a des êtres qui partagent ce monde avec nous, qui sont plus anciens, plus forts et peut-être plus sages que nous. Et peut-être, juste peut-être, que c'est ainsi que les choses devraient être. Voilà donc mon histoire, pour ce qu'elle vaut. Je sais que certaines personnes y croiront et d'autres non. Et ça me va. J'ai appris que la vérité ne dépend pas toujours de son acceptation par les autres. Parfois, les vérités les plus importantes sont celles que nous portons tranquillement en nous, celles qui changent notre façon de voir le monde, même si nous ne pouvons convaincre personne d'autre de le voir de la même manière. L'expérience a fondamentalement modifié ma relation avec le monde naturel. Avant ce jour dans les montagnes, je pensais comprendre la nature sauvage. Je travaillais dans ces forêts depuis 17 ans et j'avais l'impression de savoir ce qui y vivait et ce qui n'y vivait pas. J'étais confiant dans ma capacité à lire les signes, à comprendre les schémas de comportement de la faune, à prédire ce que je pourrais rencontrer dans un environnement donné. Mais ma rencontre avec la famille Bigfoot a brisé cette confiance et l'a remplacée par quelque chose de plus profond et de plus humble. La reconnaissance que le monde naturel est bien plus complexe et mystérieux que je ne l'avais jamais imaginé. Il existe des écosystèmes entiers de connaissances et d'expériences qui dépassent l'entendement humain, d'anciennes façons de vivre et d'être que nous avons oubliées ou que nous n'avons jamais connues. Je pense à l'intelligence que j'ai vue dans les yeux de ce jeune Bigfoot,
alors que je pressais la neige contre ses doigts brûlés. Il y avait là de la conscience, de la reconnaissance, peut-être même de la gratitude. Il a compris que j'essayais de l'aider, tout comme j'ai compris que sa famille essayait de le protéger. À ce moment-là, nous nous sommes connectés par-delà le vaste fossé qui sépare la conscience humaine de la non-humaine. Et j'ai réalisé que l'intelligence et l'émotion ne sont pas des traits exclusivement humains. Plus j'ai réfléchi à l'expérience, plus je suis arrivé à croire que ces créatures représentent quelque chose que nous avons perdu en tant qu'espèce, une façon de vivre en harmonie avec le monde naturel qui ne nécessite pas de le dominer ou de le contrôler. Elles ont réussi à survivre dans l'une des régions les plus exploitées, développées et impactées par l'homme en Amérique du Nord, tout en restant essentiellement invisibles à notre technologie et à nos institutions scientifiques. Cela suggère un niveau de conscience environnementale et de capacité d'adaptation qui dépasse de loin le nôtre. J'ai aussi commencé à prêter attention aux signes subtils que j'ignorais ou que je rejetais auparavant. Le sentiment d'être observé quand je suis seul en forêt, le son occasionnel de grosses branches qui se cassent quand il n'y a pas de vent, l'étrange arrangement de roches ou de bâtons qui semblent trop délibérés pour être naturels. Je ne dis pas que tous ces signes sont des preuves de l'activité des Bigfoot, mais je suis plus ouvert maintenant à la possibilité qu'il se passe des choses dans nos forêts que nous ne comprenons pas ou ne reconnaissons pas. Elena a remarqué le changement en moi et elle a été incroyablement patiente alors que j'essayais de digérer ce qui s'était passé et ce que cela signifiait. Elle a commencé à m'accompagner plus souvent lors de mes sorties pour couper du bois, en partie parce qu'elle s'inquiète pour ma sécurité, mais aussi parce qu'elle est véritablement curieuse du monde que je lui ai décrit. Elle a toujours été plus ouverte aux possibilités que moi, et elle m'a aidé à comprendre qu'avoir une expérience qui change la vie ne vous rend pas fou, ça vous rend juste différent. Peut-être, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis près du feu après une journée dans les bois. Peut-être que la raison pour laquelle ces créatures sont restées cachées si longtemps, c'est parce qu'elles attendent que nous grandissions assez pour gérer la connaissance de leur existence. Peut-être qu'elles nous testent, une personne à la fois, pour voir si nous sommes prêts à partager le monde avec elles au lieu d'essayer de tout contrôler. Je pense qu'elles pourraient avoir raison. La famille Bigfoot que j'ai rencontrée aurait pu me tuer facilement, mais ils ont choisi une autre voie. Ils ont fait preuve à la fois de puissance et de retenue, d'intelligence et de compassion. Ils m'ont montré qu'il existe d'autres façons de résoudre les problèmes, d'autres façons de gérer les conflits, d'autres façons d'exister dans le monde. La forêt est toujours là, s'étendant à travers les montagnes comme une couverture verte et blanche, gardant précieusement ses secrets. Et quelque part dans les bois profonds, une famille de créatures qui ne devrait pas exister selon notre compréhension scientifique continue de vivre sa vie, suivant des schémas et des traditions qui précèdent probablement la civilisation humaine de milliers d'années. Je me sens privilégié d'avoir entrevu ce monde caché, même si l'expérience a failli me coûter la vie. C'est un rappel que le mystère et l'émerveillement existent encore dans notre monde, de plus en plus cartographié et mesuré, et que parfois les rencontres les plus extraordinaires se produisent quand on s'y attend le moins, dans des endroits où l'on pensait savoir à quoi s'attendre. La nature sauvage m'enseigne la patience, l'humilité et le respect. Elle me montre qu'il existe des formes d'intelligence et des manières d'être qui existent en dehors de la compréhension humaine, et que notre rôle dans le monde naturel pourrait être très différent de ce que nous avons supposé. Nous ne sommes peut-être pas l'espèce supérieure que nous pensons être, nous ne sommes peut-être pas les seuls êtres conscients et raisonnés sur cette planète. Nous partageons peut-être notre monde avec d'autres qui sont ici depuis plus longtemps, qui le comprennent mieux, et qui ont des leçons à nous enseigner si nous sommes prêts à écouter. Je coupe toujours du bois de chauffage, bien que je sois plus prudent maintenant sur les endroits où je vais et le temps que je reste. La nature sauvage m'appelle toujours, comme elle l'a toujours fait. Mais maintenant, j'écoute un peu plus attentivement ce qu'elle essaie de me dire.
Et parfois, quand le vent souffle dans les pins juste de la bonne manière, je crois entendre des voix dans la forêt, des voix anciennes parlant dans une langue plus vieille que les mots, me rappelant que je suis un invité dans leur monde et non l'inverse. C'est quelque chose qui mérite d'être rappelé, que vous croyiez au Bigfoot ou non. Dans un monde qui devient de plus en plus artificiel et déconnecté des processus naturels, nous avons besoin de rappels que nous faisons partie de quelque chose de bien et plus grand et de plus ancien que la civilisation humaine. Nous devons nous rappeler que la sagesse ne vient pas toujours des livres, des laboratoires ou des universités. Parfois, elle vient de la forêt profonde, de rencontres avec l'inconnu, d'expériences qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur le monde et notre place en son sein. Ma rencontre dans les montagnes des Cascades a été terrifiante, humiliante et finalement transformatrice. Elle m'a ouvert les yeux sur des possibilités que je n'avais jamais envisagées et m'a forcé à remettre en question des hypothèses que j'avais tenues pour acquises toute ma vie. Je n'échangerai cette expérience pour rien au monde, même en connaissant la peur et la confusion qu'elle m'a causée, car au final, elle m'a appris la leçon la plus importante de toutes, que le monde est encore plein de magie et de mystères, encore plein de merveilles que nous n'avons pas découvertes ou expliquées. Et tant qu'il restera des endroits sauvages sur cette terre, tant qu'il y aura des forêts, des montagnes et des vallées qui resteront largement épargnées par l'influence humaine, il y aura toujours la possibilité de rencontrer quelque chose qui change tout ce que nous pensions savoir. Cette possibilité, ce sentiment d'émerveillement et de mystère, c'est ce qui me fait retourner dans la nature sauvage. Pas seulement pour couper du bois ou travailler, mais pour maintenir ma connexion à quelque chose de plus grand et de plus ancien que moi, pour me souvenir que je fais partie d'une toile de vie qui inclut des créatures et des consciences que je ne comprendrai peut-être jamais pleinement, mais que je peux apprendre à respecter et à apprécier. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, si je suis assez patient, assez respectueux et assez chanceux, j'aurai une autre rencontre avec l'inconnu. Peut-être que j'aurai un autre aperçu de ce monde caché qui existe parallèlement au nôtre. Peut-être que j'apprendrai quelque chose de nouveau sur ce que signifie être vivant, conscient et connecté au monde naturel. D'ici là, je continuerai à travailler, à explorer, à écouter les voix de la forêt. Et je me souviendrai que chaque fois que je pénètre dans la nature sauvage, j'entre dans un royaume où tout est possible, où l'extraordinaire peut se produire à tout moment, où les frontières entre l'humain et le non-humain, le connu et l'inconnu, le possible et l'impossible, se brouillent de manière magnifique et mystérieuse.